Eh bien, c'est parti. Une intervention particulière dans le cadre de ce programme, donc qui vise à présenter la démarche ou le programme, mais ils nous diront comment faut qualifier la chose. Supply Tech qui faisait l'objet d'une conférence ce matin au sein à Bercy. Et c'est vrai que plusieurs des participants ici présents étaient là ce matin et vont nous dire un petit peu ce qui a été livré, ce qui a été présenté, les enjeux, l'objet. On parle d'une démarche qui vise à fédérer et mettre en lumière un écosystème supply chain où on trouve des grands groupes, on trouve plein de pépites et vous avez pu en rencontrer beaucoup sur ces 2 jours. Aussi une initiative qui est public-privé et ça se retrouve d'ailleurs dans le petit panel qui nous a rejoint sur cette fin de journée. Je vais les prendre dans l'ordre que j'ai à l'écran. Geoffroy Cailloux, qui est sous-directeur des services marchands à la Direction Générale des Entreprises. Nous avons Constance Maréchal-Dereux, qui est directrice générale de France Logistique. Nous avons Tristan Bourvon, qui est ingénieur au sein du service transport et mobilité de l'ADEME. Et pour la start-up du panel, et qui est bien connue et qui intervient régulièrement, et pas encore chaque année dans le programme sur Supply Chain Event, mais Julien Cotte, qui est donc CEO et cofondateur de Wakeo. Donc je vous laisse la main pour nous présenter cette démarche Supply Tech qui, jusque-là, n'a été présentée nulle part ailleurs. Il marche ? D'accord, très bien. Bonjour, merci beaucoup et merci donc aux partenaires de Supply Chain Magazine. Effectivement, une démarche pas encore présentée puisque c'est tout frais. Je signale que ma chaise a été sabotée. Je ne sais pas si c'est votre faute, monsieur, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de me tenir en équilibre. Une démarche nouvelle, avec des acteurs qui sont innovants à défaut d'être nouveaux, puisque des gens comme Wakeo, vous les connaissez bien. On a en fait tout un écosystème de start-up qui innovent en logistique en France. On a aussi des ETI de plus en plus. C'est d'anciennes start-up qui commencent à bien réussir. On a beaucoup de grands groupes qui innovent également en logistique. Et donc l'intuition derrière l'initiative Supply Tech, entre guillemets, c'était tout simplement d'arriver lors de ce premier événement à fédérer un petit peu tout le monde. Alors ça s'est fait à Bercy parce que nous sommes un des partenaires, on y reviendra, de cette initiative. C'est nous qui portons avec le ministère de la Transition écologique et avec nos amis de France Logistique un peu la stratégie logistique dans son ensemble, telle qu'elle a été portée sur les fonds baptismaux fin 2019 par le précédent Premier ministre. Donc l'idée, c'était de dire, on a toutes ces énergies qui existent aujourd'hui en France, qui s'expriment. Le moment est venu d'essayer de les fédérer, d'essayer de leur donner de la visibilité et, si c'est possible, dans la mesure de nos moyens côté État, de les aider. Alors il y a bien sûr, on pense immédiatement à l'aspect financier, mais comme on a bien vu ce matin dans les débats, c'est certainement pas le facteur essentiel. C'est pas là où on est vraiment attendu au tournant, mais c'est tout simplement dans le fait de jouer le rôle d'interface, d'encourager un petit peu ces démarches, et puis d'arriver à propulser tout cet écosystème en avant, en Europe et à l'international, parce que comme ça a été dit à plusieurs reprises, la logistique, contrairement à ce qui peut être une idée reçue, mais là on parle à des connaisseurs, c'est un secteur qui est hautement concurrentiel. C'est pas parce que la France se situe au cœur de l'Europe occidentale qu'elle bénéficie d'une rente logistique. Au contraire, on a des voisins qui sont très performants en logistique, qui ont certainement saisi un peu avant nous que la logistique, ça méritait une stratégie globale et qu'il fallait aligner les efforts et les intérêts dans ce domaine. Et donc, ce qu'on a essayé de faire ce matin et ce qu'on va faire dans les mois à venir, on va y revenir, à travers cette initiative, c'est d'aligner les intérêts et les efforts pour ce qui concerne le fer de lance technologique
et digital et robotique de l'ensemble de la filière logistique, qui est aussi un fer de lance qui est bon en termes d'attractivité, parce qu'il véhicule une image qui est, je ne vais pas dire meilleure, mais qui est différente de celle de l'ensemble de la filière. On est très fiers de nos camions, on est très fiers de nos entrepôts, mais il y a aussi besoin de compétences autres. On a besoin de data scientists en logistique, on a besoin d'ingénieurs, et cette initiative, elle permet de le faire savoir. Donc peut-être que je vais passer la parole, on reviendra sur le contenu, les annonces et les initiatives concrètes qu'on essaie de porter, mais en tout cas pour la démarche d'ensemble, voilà ce que je pouvais dire en propos liminaire. Je vais peut-être compléter avec la vision acteur privé. Alors peut-être très rapidement, parce qu'on est encore un acteur assez nouveau aussi dans la filière. Présenter France Logistique. Donc France Logistique a été créée en janvier 2020. On a une association professionnelle et qui a été créée justement suite à la remise d'un rapport à l'ancien Premier ministre et à la volonté de construire une vision partagée, une stratégie partagée au plus haut niveau entre le public et le privé, justement pour faire de la France, du territoire France, des acteurs français, un leader en Europe, notamment en transport et logistique. Comment faire ensemble pour avoir plus d'emplois, plus de valeur ajoutée sur notre territoire. Et si on veut aller plus loin que ce qui est déjà fait, voilà, il faut le faire ensemble, parce que chacun, évidemment, essaye d'optimiser à son niveau. Mais donc, on le fait ensemble dans cette démarche publique-privée. Et donc, en plus des acteurs privés qui nous épaulent, donc le secteur s'est regroupé auprès de France Logistique, qui est donc présidée par Madame Hydrac, qui est intervenue plusieurs fois ce matin, en introduction, en conclusion de la matinée à Bercy, et on porte la voix de donc l'ensemble des acteurs privés, depuis les clients, les chargeurs, les donneurs d'ordre, les acteurs du transport et de la logistique, les opérateurs, et l'immobilier logistique, parce que voilà, c'est quand même un actif assez fondamental, pour que l'ensemble de ces acteurs travaillent ensemble et portent la filière auprès des pouvoirs publics. Donc, je fais déjà une longue présentation sur l'événement de ce matin. L'intérêt de travailler ensemble sur l'innovation, transport et logistique, c'est, voilà, comme le disait Geoffroy, c'est la brique, c'est une nouvelle brique par rapport à ce qu'on avait déjà fait, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais donc depuis 2 ans, effectivement, il y a eu la volonté et des actions et des mesures qui sont mises en place pour améliorer le transport et la logistique en France, qui sont traduits une fois par an dans le CILOG, le comité interministériel logistique. Et donc celui d'octobre 2021 avait annoncé plusieurs mesures. Alors, mon collègue à droite détaillera une des mesures financières qu'a mis en place l'État sur les aspects innovation, mais aussi cette volonté de rajouter la brique innovation dans notre travail public-privé. Et donc, côté privé, les intérêts dans cette démarche, ils sont plus pluriels. Il y a tout d'abord contribuer à améliorer l'image de la filière. On se rend compte que, parce qu'on est du back-office, et c'est aussi la fierté de nos métiers, on est là au service des autres, au service de nos clients, au service de l'industrie, au service de la distribution, au service des consommateurs. On est souvent peu connu. Alors, à la limite, si on est juste peu connu, c'est pas gênant, mais on est surtout mal connu. Et il y a une image des acteurs, des métiers, transport et logistique, de nos activités, qui n'est pas représentative de la réalité, et notamment le caractère innovant, les évolutions très importantes de nos activités est peu connu. Et donc, il y avait déjà au moins une volonté avec cette démarche de montrer que, comme dans l'industrie, et même parfois encore plus que dans l'industrie, on est une filière qui innove, et de faire voir les différentes innovations de la filière. Donc pour ça, pour ceux qui le souhaitent, au niveau de France Logistique, on a mis en ligne sur notre site internet ce matin un petit document qui peut contribuer à montrer les différents volets de l'innovation en logistique, et de montrer aussi les usages, de montrer qu'on est une filière qui est engagée et qui innove pour être plus verte, pour être plus attentif à la qualité du travail de ses salariés, pour améliorer les services rendus à nos clients, etc., etc. Et donc, en plus de évidemment cette partie image, intérêt de valoriser la filière, il y a l'intérêt d'accélérer, c'était le maître mot ce matin, accélérer l'innovation, il y a beaucoup d'innovations, mais comment faire ensemble pour les accélérer? Alors, il y a probablement des innovations qui relèvent uniquement des acteurs privés. Donc celle-ci, c'est entre les startups, les entreprises, et parce que c'est très concurrentiel, parce que ça se développe tout seul, et auquel cas, très bien. Mais il y a aussi une partie des innovations, soit parce que quand c'est pour des questions de verdissement, c'est pas forcément toujours rentable tout de suite, parce que il faut mettre autour de la table tellement d'acteurs que c'est
peut-être bien d'avoir quelqu'un de neutre qui le fait. Il y a toute une partie de la démarche où on aura besoin de travailler aussi avec les acteurs publics. D'où le fait que le privé apporte sa brique, a apporté ce matin sa brique, et plutôt le privé que je représente, qui est les grands groupes. Je pense que Julien portera la vision plus start-up, qui est que nous, on innove, on achète de l'innovation, voilà, on travaille avec les startups. Il y a des choses qu'on fait tout seul, mais il y a peut-être des choses, si on veut aller plus loin, où on a besoin de le faire ensemble. Donc il y avait vraiment cette idée de accélérons ensemble en identifiant comment faire, et puis avec peut-être une autre partie, mais qu'on développera peut-être moins aujourd'hui, sur une fois qu'on aura réussi dans 1 an, 2 ans, 3 ans à accélérer encore sur l'innovation, qu'est-ce que ça implique derrière dans nos entreprises, dans nos emplois, quelles sont les conséquences ? Je vais porter la voix du côté des solutions tech pour apporter aussi notre angle de vue sur ces sujets. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Wakeo, je présente en quelques mots rapidement. Donc nous, on est une plateforme SaaS, c'est-à-dire un logiciel de visibilité sur les flux multimodes. C'est du maritime, de l'aérien, de la route. Et on accompagne des grands donneurs d'ordre internationaux. C'est Uniqlo au Japon, Corteva aux États-Unis, Air Liquide Faurecia en France, qui sont aussi bien d'ailleurs des chargeurs que des commissionnaires. On travaille avec Jeffco, Clasquin qui est présent ici, ou encore Qualité RNC. Ça, c'est pour quelques points de contexte. Pour faire écho à ce qui a été évoqué sur la matinée d'aujourd'hui, moi, c'était une curiosité de savoir concrètement en quoi ça consiste. Ok, on va se donner des grands axes de travail, mais qu'est-ce qui peut en sortir? Ce que j'en retiens, c'est que déjà, les pouvoirs publics et des acteurs qui représentent la filière privée, comme France Logistique, jouent un rôle de rassembleur, de facilitateur, de connecteur, pour avoir tous les gens de la même filière qui se parlent. Ce qui veut dire aussi bien les pouvoirs publics que les acteurs privés, des sociétés centenaires, des acteurs de la tech, et il y en avait un certain nombre ce matin. Et donc engager ce dialogue, c'est déjà, je pense, un premier pas fondamental sur le fait de faire évoluer les mentalités. Ce qui ressortait de la discussion, c'est que l'innovation, elle existe. Elle est là depuis 5-6 ans. Il y a pléthore de sociétés de technologie qui ont émergé, qui sont passées déjà à une première échelle. Maintenant, tout l'enjeu, c'est comment on accélère. Comment on va beaucoup plus loin pour ne pas être simplement des acteurs qui sont bons à l'échelle française, nationale, ni même européenne, mais comment on devient des vrais fers de lance au niveau international, parce que la concurrence aujourd'hui, elle est vis-à-vis des acteurs américains, anglo-saxons, asiatiques, et il est là le terrain de jeu aujourd'hui. Donc il y a un ensemble de leviers. Le financement en est un, et il est indispensable. Et on en parlera un petit peu plus en détail dans la foulée. Et je tiens à souligner à ce niveau-là que les acteurs publics jouent un rôle ultra moteur. On ne le sait pas très bien, mais BPI France, c'est l'acteur qui, au niveau planétaire, finance le plus d'innovation. Il n'y a pas d'équivalent, que ce soit en Amérique du Nord, en Asie, du rôle que joue BPI France, notamment sur tout l'early stage, c'est-à-dire les premières années du développement de sociétés technologiques. Le point clé derrière, c'est comment des acteurs du privé prennent le relais. Et pour ça, ça passe par des financements en capitaux propres ou en dette, mais aussi et surtout par de vrais partenariats commerciaux. Donc l'un des points clés du débat, c'était de dire c'est fini quelque part le temps des pilotes, des proof of concept, on va faire sur un premier périmètre, on va tester la solution. Non, on n'en est plus là aujourd'hui. L'enjeu, c'est comment on passe à une adoption à grande échelle et comment des acteurs vont déployer des solutions technologiques sur 5 continents. Ce qui ne se fait pas en un claquement de doigts et du jour au lendemain. Il y a clairement de la sueur, des efforts derrière. Et il y a un vrai travail derrière d'éducation, de formation aussi sur les compétences que ça demande. Parce que pour des sociétés centenaires où il peut y avoir 10 000 salariés, il y a besoin d'accompagnement pour adopter ce type de solutions technologiques et les mettre au cœur de l'entreprise. Donc ça demande un dialogue, et c'est la démarche qui a été amorcée ce matin. Et je trouve que c'est très positif en termes de démarche. Maintenant, bien sûr, tout l'enjeu, ça va être d'amener du concret, d'amener des actions sur le terrain pour permettre que ce dialogue se traduise par à la fois des contrats commerciaux, un passage à l'échelle et une maturité beaucoup plus forte de la filière pour créer des champions nationaux et demain internationaux. Alors, effectivement, Julien, pour parler de concret, et tu l'évoquais tout à l'heure, il y a tout de même ce besoin de financement, de soutien de l'État. Effectivement, BPI France joue un rôle très important pour le soutien à l'innovation, notamment dans le cadre du PIA 4, le programme d'investissement d'avenir qui vise à soutenir l'innovation, voire même le déploiement de l'innovation, justement dans cette logique d'accélération. Mais également, concernant la logistique, l'ADEME opère l'appel à projet Logistique 4.0,
qui est une mobilisation sans précédent, 90 millions qui sont dédiés à la logistique, à la décarbonation et à la digitalisation de la logistique, afin de pouvoir justement passer à une autre échelle en termes de compétitivité, mais également en termes de transition écologique, de résilience, de réindustrialisation. Et on voit qu'il y a vraiment des enjeux extrêmement forts en France sur la filière logistique à ce niveau-là. Alors peut-être pour présenter très rapidement l'action de l'ADEME là-dessus, donc nous on est déjà bien sûr mobilisés sur la question de la logistique, on accompagne des partenaires. On peut évoquer le programme EVE qui est maintenant passé à F2. On peut évoquer également la fabrique de la logistique qu'on déploie pour faire de l'open innovation. Mais là, dans ce cadre-là, on opère l'appel à projet logistique 4.0 sur 3 axes qui sont fondamentaux. Dans un premier temps, on a la digitalisation des chaînes. Donc, on l'a évoqué ce matin également lors de la conférence France Logistique avec la Direction Générale des Entreprises. La digitalisation est vraiment au cœur de la transition de la logistique. Si vous intégrez, si vous mutualisez des données, si jamais vous intégrez tous les maillons d'une chaîne dans un flux logistique global et digitalisé, vous allez avoir une optimisation à la fois économique, de compétitivité, mais également écologique, avec notamment sur l'intermodalité, où vous allez pouvoir avoir de grands gains à ce niveau-là. Mais également sur la décarbonation, il y a des forts enjeux. Alors qu'ils soient au niveau de l'information du consommateur, on voit que c'est un enjeu de société. Il y a les transporteurs qui nous disent « Ah, on a besoin que les chargeurs nous demandent de la transition ». Les chargeurs disent « Ah, c'est les clients qui doivent pousser ça ». Et bien effectivement, un des objectifs avec cet appel à projet, c'est de pousser cette information sur les émissions de CO2, sur les polluants vers les consommateurs pour qu'eux puissent pousser cette transition via des choix de société. Et enfin, un dernier volet, c'est sur l'automatisation. L'automatisation, c'est vraiment au cœur, encore une fois, de la compétitivité de la chaîne logistique et de sa transition. On parle d'entrepôt, mais on peut aussi parler de l'intermodalité, de l'automatisation pour la logistique urbaine. C'est un enjeu très très fort. On voit que là-dessus, d'ailleurs, c'est peut-être un des secteurs où on est encore le plus dans le développement de l'innovation, plus que dans son déploiement à très grande échelle, en tout cas sur la logistique urbaine. Et du coup, le but, c'est vraiment de pouvoir pousser ça, que ce soit avec des startups comme les représentants de Julien, mais également, surtout au niveau des grands groupes, de pouvoir déployer l'innovation à grande échelle et à l'international à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu... Pardon ? Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Ce serait bien de pouvoir les prendre au fil de l'eau avec grand plaisir. En effet, on peut déjà se tourner pour voir un petit peu l'accueil qui est fait à cette initiative. Alors, je sais pas, mais c'est aussi le risque quand on se tourne vers la salle de... Non, mais voilà. Et pour finir ma phrase, c'était si les gens veulent continuer à affiner leurs questions pour qu'elles soient percutantes. Peut-être que je peux revenir en 2 mots sur la démarche d'ensemble, en fait. Voilà. Ce qui était intéressant dans ce qui a été dit, je pense, c'est de rappeler que la logistique, pour nous en tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit à Bercy, c'est vraiment un maillon essentiel de la compétitivité économique du pays. Parce qu'aujourd'hui, on parle énormément d'industrie, mais comme on le comprend, la meilleure usine du monde, si elle est... au milieu de la France et qu'elle peut ni s'approvisionner ni exporter ses produits, elle ne sert à rien et elle fera faillite, quoi. Donc la logistique, elle est totalement indissociable de la compétitivité industrielle. Et au sein de la compétitivité logistique, les moteurs, c'est ce qu'on décrit là. C'est cette innovation par la donnée, c'est cette innovation par la robotique. On voit bien qu'en termes de compétitivité coût, bien sûr, on peut faire des efforts en France et le gouvernement, voilà, je vais faire l'article, mais a déployé des efforts en matière d'impôts de production pour réduire la charge qui pèse sur les entreprises, etc. Mais on voit que toute cette démarche, elle a nécessairement une limite naturelle et qu'au bout d'un moment, c'est l'innovation qui doit prendre le relais. C'est cette capacité à faire la différence par la qualité et par des services nouveaux. Et aussi, de plus en plus, on l'a mentionné, c'est très important, par le fait d'être en mesure de rendre des comptes sur l'impact environnemental.
Demain, c'est là que se fera la différence. Et donc, la France, elle a une carte à jouer là-dessus parce qu'elle a déjà des acteurs mondiaux qui sont présents sur ces domaines et parce qu'elle a cet écosystème supply tech qui aujourd'hui travaille à développer des nouvelles solutions technologiques, qui sont par ailleurs des solutions elles-mêmes made in France. Et donc, lorsqu'on parle de boîtes de robotique comme Exotech l'a bien connu, eh ben, c'est une usine Exotech. Donc tout ça, c'est une dynamique vertueuse qui permet de revivifier un tissu industriel qu'on a envie d'étoffer. Sans résumer la démarche à du name dropping, mais vous pourriez nous dire ce matin quelles étaient un petit peu les différentes parties voilà, qui étaient présents ou représentés en termes d'entreprises, d'organismes, de direction, de divers ministères peut-être. Il y avait Wakeo. Essentiellement. Non, mais voilà, il y avait. Alors, côté public, comme j'ai déjà dit, donc Bercy Transport, on marche là-dessus main dans la main, et Transport, j'élargis à la grande maison environnement, écologie, puisque c'était un peu moins le sujet du jour, mais les aspects fonciers sont fondamentaux en matière de logistique et de sites logistiques, d'entrepôts. Donc, on travaille beaucoup aussi avec cette partie-là du ministère de l'Environnement. Bien sûr, l'ADEME était présente. Du côté des privés, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu un peu toute la gamme des acteurs de l'innovation. Et ça, c'est un point absolument essentiel. C'est-à-dire qu'un événement purement centré sur les startups, je pense, aurait un peu manqué sa cible. Et je le dis sous le contrôle de mon voisin. De la même manière, un événement purement centré sur les gros groupes, pareil, aurait manqué sa cible. Puisque ce qu'on veut, c'est des partenariats. On veut qu'il y ait des équipes qui se forment, on veut qu'il y ait des projets conjoints qui se montent et on veut qu'il y ait des contrats qui soient passés pour, au-delà du POC hein, et voilà, de ce qu'on fait un peu des bacs à sable, il y ait des vrais contrats sonnants et trébuchants qui soient passés parce que c'est eux qui amènent du chiffre d'affaires à ces startups et qui leur permettent de passer à l'échelle et de passer de start-up à ETI. Donc voilà, vous aurez certainement on vous renverra et vous l'avez le programme avec le nom, tous ceux qui étaient là, mais du côté start-up, des Oversea, voilà, des gens de grande qualité, Exotech, je les ai cités. Du côté des gros, des Geodis, des Bolloré, des Daer, et puis voilà, essayer de faire se rencontrer tout ce petit monde. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit parce que nous, on a l'habitude de travailler avec des grands groupes. Et on sait à quel point culturellement il peut y avoir un fossé énorme entre le temps, l'espace-temps d'une start-up qui pense en semaines, en sprint de développement, en mois ou en 6 mois, versus une feuille de route à 5 ans d'un grand groupe. Et ça reste un fossé qui est énorme. Maintenant, on a appris, nous typiquement, à travailler avec des grands groupes. Je salue à ce titre Air Liquide qui nous avait fait confiance. C'était le premier grand groupe il y a maintenant plus de 4 ans et qui nous est fidèle depuis. Fondamentalement, ça demande beaucoup d'écoute, de compréhension mutuelle pour commencer, d'amener la technologie comme réponse à des enjeux vraiment métiers. Ce n'est pas innover juste pour le plaisir de la technologie, c'est concrètement répondre à des enjeux sur le terrain. Et c'est ça qu'on retrouvait aussi à travers cette matinée, c'est cette rencontre entre des acteurs sur la filière, qui sont aujourd'hui des acteurs français. Ce serait très intéressant demain de passer aussi sur une dimension internationale, parce que je pense que c'est un combat qui se mène au niveau européen, et un certain nombre d'initiatives qui existent justement à l'échelle européenne, je pense, sont très positives. Si on veut demain avoir un impact face à nos amis confrères nord-américains, asiatiques, c'est à ce niveau-là que le débat se positionne. Vous citiez Julien, Air Liquide, c'est vrai, il y a 4 ans, et si je peux me permettre, ce qui vous avait valu un prix de l'innovation, le tandem Wakeo Air Liquide, un prix de l'innovation lors des rois de la supply chain organisé par Supply Chain Magazine. Et à propos de Daher que vous mentionniez, et c'est vrai que le rapport dont Patrick Daher avait été co-auteur a aussi joué un rôle moteur dans la création de France Logistique. Et pour tout vous dire, juste avant cette conférence, j'ai animé une conférence Daher qui pour éclairer
gérer ces enjeux de douane, de traçabilité et d'efficacité, témoignait avec une start-up française, Tilcal, où on a parlé blockchain, on a parlé traçabilité. Donc voilà, on était nous aussi dans le cœur du sujet aujourd'hui. Cette initiative et démarche Supply Tech, voilà à quoi il faut s'attendre et comment ça va se déployer et quelque part nourrir nos agendas respectifs sur ces prochains mois. Alors, pardon, tu voulais... Oui, enfin, peut-être juste un lien aussi avec ce qui était avant commencé, puis je pense que Geoffroy continuera sur la suite. Ce que je voulais aussi indiquer, en rebondissant aussi sur ce qu'a dit Tristan sur l'appel à projet de l'ADEME, et aussi avec le principe même de l'événement de ce matin, c'est que pour une fois, on avait une vision de la chaîne logistique et de l'innovation de la chaîne logistique en tant que telle. Parce que souvent, jusqu'à présent, parfois des petits bouts pouvaient être éligibles à des petits bouts d'appel à projet. Alors il y a l'hydrogène. Alors, on peut peut-être mettre un peu de camion hydrogène dedans. Quand on parle de digitalisation industrie, peut-être qu'on peut réussir à caser un petit bout de logistique dedans. Et là, c'est vrai que aussi bien avec l'événement et avec l'appel à projet, c'est que pour une fois, on reconnaît l'intérêt des chaînes logistiques et des organisations logistiques un peu comme une filière en tant que telle, et qui a des innovations variées en son sein. C'est pas à nous d'essayer de raccrocher les petits wagons des innovations qui existent en y trouvant le petit bout qui nous intéresse. C'est au contraire reconnaître qu'il y a une innovation dans l'ensemble des chaînes logistiques qui est très importante et qui est très variée. On a aussi bien, et c'était ce matin dans les exemples, il y a quelques startups qui ont pitché, c'était aussi bien de l'innovation parfois matérielle, avec des objets, des choses qu'on voit physiquement, de l'immatériel, avec des solutions digitales, des innovations d'organisation, parce qu'en changeant la manière de faire le process, ça apporte un service en plus, ça apporte quelque chose en plus. Et donc c'est vrai que c'est... Voilà, pour une fois, on reconnaît l'intérêt de travailler sur les différentes briques de la logistique en tant que telle. Et c'est pas à nous d'aller nous raccrocher aux autres. Et peut-être pour la suite, c'est justement... là, il y a un premier appel à projet qui existe. Donc, il faut s'y insérer dans celui-ci. Mais ce qui se fait dans les filières industrielles aussi organisées depuis très longtemps, et l'intérêt de Daher, c'est que, par exemple, ils nous éclairent aussi avec ce qu'ils font en aéronautique depuis 20-30 ans, c'est que si on veut aussi, si on a des intérêts, des besoins vis-à-vis de l'État, il faut que la filière soit en capacité de les formuler, les exprimer. Et si, par exemple, dans le PIA 5, je ne sais pas, qui aura lieu dans 3-4 ans, on veut qu'il y ait aussi un appel à projet innovation logistique, et qu'on s'est dit que le premier, il manquait peut-être ça ou ça, c'est à nous de le dire. Et donc là, c'est aussi, on s'organise pour être en capacité d'indiquer aux acteurs publics de quoi on aurait besoin pour aller plus loin. Voilà. De quoi on a déjà besoin. Donc l'appel à projet y répond, mais voilà. Peut-être que tu veux, Geoffroy, compléter sur la suite. Hein. La transition est parfaite. J'allais dire que l'événement de ce matin, pour nous, c'était un peu un appel. Alors il y a l'appel à projet très concrètement, mais c'était plus généralement un appel à l'écosystème pour qu'il se manifeste justement auprès de nous, qu'il sache, qu'on s'intéresse au sujet, qu'on a envie de le mettre en valeur. Donc un appel, et donc à l'issue de cette matinée, peut-être par votre intermédiaire, celle de vos confrères, on essaiera de rediffuser un petit peu ce message. On va même créer un point d'entrée spécial à Bercy pour que tous ceux qui s'intéressent à l'innovation en logistique puissent nous contacter pour qu'on puisse répondre à cette question assez simple, c'est qui fait quoi ? Et où en France, puisque certes, on a été très heureux de voir plus de 120 participants ce matin, c'était super, mais on a bien compris aussi qu'il y avait beaucoup de gens ailleurs en France. Certains sont venus de régions, mais en région, il y a beaucoup d'incubateurs, il y a beaucoup de lieux. On parlait de Daher avec Login, voilà, en région Occitanie, il y a des lieux qui se créent autour de cette innovation en logistique. On a envie que tous ces gens puissent se manifester pour qu'on arrive à répondre à la question « qui fait quoi ?» Et dans un deuxième temps, la question qui se posera à nous, c'est du coup, où est-ce qu'une action publique serait utile ? Où est-ce qu'elle est légitime ? On n'a certainement pas vocation à s'occuper de tout. On est très content quand on nous dit « ça se passe bien sans vous, merci, on s'en sort ». Mais il y a peut-être des sujets spécifiques sur lesquels une attention est requise. Et alors là, après, on est prêt à envisager de déployer un peu toute la palette qui est la nôtre et qui va... des financements, mais c'est déjà fait, aux sujets réglementaires, à l'intermédiation, etc., etc. Donc c'est ça un petit peu l'objectif.
le calendrier qu'on se donne, mais il est ouvert, hein, puisque une fois que les choses sont lancées, normalement, c'est un petit peu comme le comité interministériel de la logistique. On peut espérer que dans 20 ans, il y aura un SILOG 2040, etc., que les ministres se bousculeront pour y prendre la parole. Ce sera formidable. De la même manière, c'est quelque chose qui se lance. Et il est certain que dans les mois qui viennent, en 2022, on fera un petit point d'étape pour essayer de voir où on en est et comment on peut continuer à accélérer. En termes de calendrier, du côté de l'appel à projet Logistique 4.0, c'est vrai qu'un appel à projet, ce sont des thèmes, et Tristan, vous nous en avez livré quelques grands axes. Alors, c'est un montant qui est alloué ou allouable, mais est-ce que c'est aussi un calendrier pour se manifester ? Alors oui, donc l'appel à projet est organisé en 2 relevés. Un qui se clôt le 15 février 2022 et l'autre le 15 mai 2022, sachant que tous les projets doivent présenter un pré-dépôt 2 mois avant ces dates de clôture, donc ce qui fait le 15 décembre et le 15 mars. Voilà, donc on est sur un calendrier, on le sait, plutôt rapide là-dessus, mais justement notre volonté c'est de concrétiser rapidement ces innovations et de les amener, de pousser les projets qui déjà en fait sont à temps de ces financements. Et c'est pour se renseigner sur cet appel à projet et sur la façon de formaliser son projet et de candidater, c'est vers l'ADEME qu'il faut se tourner ? Alors vous avez à la fois effectivement la page vraiment de candidature à l'appel à projet sur le site Agir pour la transition de l'ADEME, mais ensuite plus globalement la démarche du programme d'investissement d'avenir, de la stratégie d'accélération des mobilités et de la volonté sur la logistique sur les sites du Premier ministre, secrétariat général et aussi le ministère de l'économie via la DGE. Oui, c'est Geoffroy me fait bien de me faire remarquer également que la volonté aussi derrière cet appel à projet, et d'ailleurs c'est encouragé par une surprime au niveau de l'aide, c'est d'avoir des démarches collaboratives, collectives. C'est de faire en sorte qu'il y ait des groupements. Alors on parlait par exemple de l'association de start-up avec des grandes entreprises, mais ça peut aussi être des consortiums de plusieurs entreprises. On inclut aussi les collectivités et les laboratoires de recherche s'ils souhaitent participer à ces démarches. Et la volonté, c'est vraiment d'avoir un système complet qui puisse amener une brique technologique ou un système technologique entier vers la commercialisation complète. Oui, effectivement, il y a également un webinaire qui est prévu en janvier, alors il me semble le 25 janvier, à vérifier sur le site de l'ADEME, effectivement. Et juste un petit complément, si on parle des documents de référence, un rapide communiqué de presse sera diffusé suite à la matinée d'aujourd'hui, qui reprend à la fois les documents ADEME sur l'appel à projet, la feuille de route innovation de France Logistique, et je crois les dossiers de presse du dernier SILOG du 21 octobre. Donc normalement, il y a le kit pour les passionnés de logistique et d'innovation. Il y a de la lecture pour ce week-end. Et pour les journalistes, il y a peut-être une petite info à glisser dans notre newsletter quotidienne. Très bien, je me tourne à nouveau vers la salle pour voir si voilà, les interrogations ont maturé. Alors normalement, un micro doit venir vers vous. On m'a dit qu'il y avait également pénurie oui, non, mais de c'est micros. qu'on a mobilisé tous les micros, c'est pour ça. C'est vrai qu'il n'y en avait que 5. Non, c'était monsieur qui est là-bas. Oui, bonjour. Éric de Saint-Cernin, consultant. Merci pour la présentation. Moi, j'avais un peu une question par rapport à... Enfin, vous avez parlé de l'attractivité de la France et justement, il y a un indicateur de la performance logistique qui est établi par la Banque mondiale. On est un peu élève moyen, je crois, parce qu'on est à la 16e place. Est-ce que vous avez, à ce côté-là, par rapport surtout à d'autres pays justement européens qui sont mieux placés, est-ce qu'on a des ambitions là-dessus et est-ce qu'il y a peut-être... qu'est-ce que vous pensez du rang de la France dans ce classement ? Merci. Je vais peut-être juste commencer très rapidement parce que le rang de la France dans ce classement était
la raison d'être quasiment du rapport Humarder que j'ai eu l'occasion d'assister à l'époque quand j'étais encore dans l'administration. Et justement, tout le rapport a été tourné depuis ce rang en disant c'est pas normal, on doit être meilleur, on doit être au niveau de nos voisins très proches que sont Allemagne, Belgique, Pays-Bas qui sont tous dans le top 5. Donc c'est suite à ça que France Logistique a été créée, que le gouvernement aussi s'en occupe. Donc l'idée c'est bien de monter dans le classement. Après pour une raison d'administration, la Banque mondiale est en train de revoir la manière dont elle fait le classement, ce qui fait que d'ailleurs il n'a pas paru depuis quelques années et que comme on ne sait pas exactement encore à comment ils vont faire le prochain classement, en statistique, quand on change de méthode d'observation, il faut faire attention à ce qui va en sortir. En tout cas, les prochains, ce seront sur un système complètement différent Si ça monte, on des dirait que c'est précédents. grâce à nous. Voilà. Ouais. Mais si ça descend, ça sera pas à cause de nous. C'est-à-dire qu'il faudra accélérer. Non, mais pour vous répondre, monsieur, on ne se satisfait jamais quand la France est 16e. Le rang de la France, c'est première. On n'était pas content, et donc ce classement a fait l'effet très net d'un aiguillon. Et comme le disait Constance, blague à part, on peut toujours discuter de la méthode, et on est aussi très fort pour ça en France, dire mais non, mais vous prenez tel critère, tel critère. Dans les faits, surtout quand on voit que les premiers classés, c'était Allemagne, Belgique, Pays-Bas, ça nous fait un petit peu mal au cœur et on se dit, au-delà de la question d'ego et de fierté, il y a un vrai risque économique à se laisser distancer par des voisins immédiats. Et on sait très bien que certains chargeurs font la comparaison entre Rotterdam, Anvers, Le Havre, c'est même la base de leur métier. Donc on sait que si on n'est pas vigilant de ce point de vue, on va au-devant de déconvenues. C'est pour ça que lorsque je parlais de certains pays qui ont un peu cette tournure d'esprit et qui ont entamé la démarche depuis quelques années, c'était évidemment nos voisins en premier lieu. Et clairement, on essaie de se rattraper pour être à nouveau là où on doit être. Une autre question. Merci. Brice Peter, Living Packets. Donc nous, on est une start-up. Là. Ah, pardon. Living Packets. Donc nous, on est une start-up. Merci de nous avoir invités ce matin d'ailleurs. C'était extrêmement intéressant. La question d'après, mais parce que nous avons un rythme de start-up aussi, c'est aujourd'hui par quels moyens on vous contacte, comment on construit cet écosystème. Nous, notre volonté, c'est de devenir un acteur logistique de premier rang, ce qu'on espère, et on a besoin de cet écosystème. Donc, comment aujourd'hui on passe à la suite, quoi. C'est très simple. Vous étiez présent ce matin, monsieur ? Oui, nous étions présents. On va adresser à tous les participants un mail récapitulatif, et ce sera également dans le communiqué de presse avec une adresse de contact supplytech@finance.gouv.fr. Non, c'est pas ça ? Bon, ce sera quelque chose comme ça en tout cas, et qui sera un petit peu le point d'entrée pour fédérer les contributions. Donc l'idée, c'est évidemment de dire, mais vous étiez déjà identifié manifestement puisque vous étiez invité ce matin, mais au-delà du fait que j'existe, c'est pour moi, tel axe de travail doit être prioritaire et dans la coopération entre l'État, les pouvoirs publics et les acteurs privés. Et après, c'est en faisant un peu masse de tout ça qu'on arrivera à se donner un peu la feuille de route dont je parlais pour les mois qui viennent. D'accord, merci. Une autre question. Comme quoi, ça vaut toujours le coup de poser soi-même la première et ça amorce. Bonjour à tous, Xavier Fiorina, directeur supply chain de France Boisson. Donc, nous sommes un acteur de la distribution de boissons. Et pour ça, on intervient beaucoup en centre-ville. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous allez pouvoir nous aider à y voir un peu plus clair en termes de gouvernance sur le futur de la logistique en centre-ville? Est-ce que ça va être de la responsabilité uniquement des municipalités, des agglomérations, des régions, des départements ou de l'État? Ouais. Alors, sur ce sujet de la logistique urbaine qui est effectivement très prégnant, le gouvernement avait justement, alors pas au précédent, mais le premier SILOC de 2020 confié une mission à notre présidente, Madame Hydrac, et 2 élus locaux pour travailler sur le sujet. Donc, le travail a été mené au premier semestre
de cette année. Le rapport a été rendu au 2e SILOG, donc celui d'octobre, il est rendu public. Et bon, globalement, comme sur tous nos sujets, globalement, voilà, c'est peu connu, il faut s'en occuper. Et quand on l'applique à la logistique urbaine et aux collectivités, ce que recommandait le rapport, c'est que c'est pas forcément les villes en tant que telles, les communes, parce que vu que la logistique, c'est par définition quelque chose qui est mobile, c'est au moins au niveau de l'intercommunalité. Et quand on parle, par exemple, l'encadrement qui va concerner certaines avec les ZFE, ça se fait au niveau des intercommunalités. Donc la logique, c'est d'essayer d'indiquer que c'est les intercommunalités qui doivent s'en occuper. Globalement, c'est ce que dit le rapport. Il les invite à s'en occuper parce que, encore une fois, c'est les collectivités qui sont en charge. Donc l'État pas non plus leur donner des ordres. Hein. C'est l'indépendance des collectivités. Le rapport invite cet échelon géographique local à s'en occuper. Le rapport a aussi invité, et ils ont répondu présent, le GART, qui est aujourd'hui une structure qui s'occupe de mobilité des voyageurs et qui permet un partage d'informations entre les différentes collectivités en charge de mobilité voyageurs, leur a demandé, ils ont dit oui, de s'occuper également de mobilité marchandises. Donc alors ils ont pris la compétence, ils ont dit qu'ils s'en occupaient, ils ont nommé quelqu'un pour s'en occuper, monsieur Dersin, qui est un VP de la région Hauts-de-France, le 2 novembre. Donc voilà, il faut encore qu'ils recrutent. Voilà, c'est pas encore tout de suite maintenant. Mais donc il y aura une structure, un endroit où les collectivités vont pouvoir se parler. Et après, il faut que chacune s'y intéresse. C'est vrai que, alors ça arrive pas forcément avec une bonne image de nos métiers, mais en général, bon, c'est pas grave. Il faut déjà qu'on s'en occupe. Les ZFE invitent les collectivités, alors plutôt les grandes métropoles, à s'en occuper. Alors elles commencent souvent avec l'idée, les ZFE, c'est facile, on n'a qu'à enlever les camions, c'est vachement mieux. Bon, alors en général, c'est pas forcément aussi simple, mais ça initie une discussion. Les acteurs, que ce soit les commerçants, les transporteurs, les grossistes vont les voir, leur expliquent que si on enlève les camions dans 48 heures, vous savez, votre population va mourir de faim, donc ça peut-être pas la bonne solution. Et ça permet de lancer une discussion. Alors ça prend quelques mois, mais ça peut permettre d'arriver à une discussion et à un portage plus global des sujets de logistique urbaine, parce que c'est les véhicules, c'est la circulation, c'est le foncier, parce qu'il faut réussir à articuler les stocks et les flux. Et donc, on sent venir un intérêt des collectivités, et il faut que, côté acteurs privés, on les éclaire, on les guide. Et pour ça, il y a aussi un autre programme, d'ailleurs, qui est aussi soutenu par l'ADEME, qui va dans le même sens, qui est le programme Interlude, un programme C2E, de la même chose, c'est un programme où il y a c'est public-privé, alors c'est CEREMA et des acteurs privés, notamment les grossistes, qui vont voir les intercommunalités en leur disant il faut que vous vous intéressiez à la logistique urbaine, on va vous aider, on a des outils, on va évidemment s'adapter à votre territoire, mais donc il faut commencer par convaincre les intercommunalités pour la logistique urbaine de s'en occuper. Il y a l'échelon régional qui peut coordonner, mais le PLU, les arrêtés de circulation, c'est vraiment l'échelon local. Peut-être un rapide complément, si on a encore le temps. Je sors un tout petit peu du cadre de la table ronde pour rappeler quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez mis en lumière, parce qu'il y avait beaucoup d'annonces lors du dernier SILOG, donc le 21 octobre. J'y reviens, cette dimension territoriale de la logistique. On voit qu'elle est absolument essentielle. Vous avez mis le doigt, monsieur, sur un aspect, bien sûr, qui est assez névralgique. Et donc, à côté du volet innovation, a aussi été prise l'initiative de lancer entre maintenant et en gros l'été 2022 une série de conférences régionales de la logistique qui visent précisément à rassembler sous l'égide des préfets de région tous les acteurs et notamment les collectivités locales et notamment les acteurs privés. Et donc là vraiment nous les administrations centrales on joue un rôle très mineur pour essayer de mettre sur la table ces sujets communs, parce que le diable se loge toujours dans les détails, et on voit que sur les questions d'anticipation sur les besoins en foncier, les futurs sites logistiques, là où passent les flux au sein d'une région, les horaires, les zones urbaines, la logistique urbaine, etc. Les règles, il y a autant de règles presque que de communes ou que d'intercommunalités ou que d'échelons local. Donc si tous ces gens ne se parlent pas, c'est un véritable cauchemar. Donc c'est un petit peu pour, là aussi, catalyser cette discussion qu'a été lancée cette démarche par les ministres Agnès Pannier-Runacher, Jean-Baptiste Djebbari et Barbara Pompili, qui se traduit très concrètement par une série de rendez-vous. Donc choisissez votre région préférée. Ça commence
dès le 1er décembre, donc la semaine prochaine en Bourgogne-Franche-Comté, avant la fin de l'année, région Île-de-France. Et normalement, début 2022, on va enchaîner avec toutes les régions. Et évidemment, on mettra aussi, donc je retombe sur mes pattes, un item innovation à l'ordre du jour, parce que, comme on le disait, ces écosystèmes, ces incubateurs, ces startups, elles sont en fait partout sur le territoire. Merci, on arrive au terme du temps étendu. Alors pour tout dire, le SILOG, ces axes et d'ailleurs ce principe de concertation au niveau régional sous l'égide des préfets, dans mon souvenir, on l'avait exposé dans la newsletter de Supply Chain Magazine. Le programme interlude dont il a été fait mention mardi, dans la newsletter de mardi, il y avait quelque chose et les liens pour justement, parce que ce sont souvent quand même des exercices un peu complexes, en tout cas les liens qui permettaient de se tenir au courant. Donc on arrive au terme de ce Supply Chain Event et de ce programme de conférence. Je vous remercie. Et on était bien dans le droit fil des échanges qui ont eu lieu pendant ces 2 jours ici. Donc je vous remercie pour ce contrepoint conclusif.